Bonjour. Christine, bonjour, bienvenue. Donc, Alors, vous présentez ici une intervention qui a été préparée, enfin l'article a été rédigé en collaboration avec Nathanaël Raboisson, Raboisson. Olivier Lamarche, Pierre Coupry et Hugues Genevoix, c'est bien ça? Oui, tout à Voilà, fait. Et c'est et Pierre votre qui va faire la présentation. d'accord. Donc votre Voilà. article s'intitule Vers un acousmonium en immersion VR, en ambisonie 3D et binaural. Donc nous sommes impatients de vous écouter. Donc vous parlez, Pierre également, donc on vous laisse faire. Vous pouvez Oui. partager. On Oui, se bonjour. partage tout ça à trois. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais commencer la présentation. Ensuite, nous écouterons Christine en fait enregistrer à travers une vidéo. Ensuite, je passerai la parole à Hugues Genevoix pour la troisième partie de la présentation. Et puis, je reviendrai enfin pour les aspects perspectives. Alors, tout d'abord, avant de commencer, peut-être un petit point très rapide sur ce qu'est la musique acousmatique. La musique acousmatique, en fait, est héritière de ce qu'on a appelé à la fin des années 40 et dans les années 50 la musique concrète. C'est une musique qui se différencie de la musique jouée en direct, électroacoustique jouée en direct, puisque dans la musique acousmatique, l'intégralité de l'œuvre est composée en studio et enregistrée sur un support analogique ou numérique, pour être ensuite interprété sur ce que l'on appelle un orchestre de haut-parleurs. Vous en avez un petit exemple ici sur la photo de gauche. On appelle ça généralement un acousmonium, donc, qui peut contenir d'une vingtaine jusqu'à plus d'une centaine de haut-parleurs de taille, de qualité, de couleurs, de timbres différents. Et le musicien se trouve non pas sur scène, mais généralement au milieu du public, devant une ou plusieurs consoles de diffusion. Et son rôle va être de répartir en fait le son de l'œuvre fixée sur l'ensemble des différents haut-parleurs. Alors cette œuvre peut être généralement en stéréophonie, mais elle peut être aussi en multiphonie. Le projet qu'on présente aujourd'hui est en fait un tout petit bout, c'est le carré rouge, le rectangle rouge que vous avez sur l'écran, d'un projet beaucoup plus long qui a commencé en réalité fin 2015 et dont les premières réalisations ont commencé en 2016, dans lequel l'objectif est d'enregistrer, d'archiver et d'étudier l'interprétation de la musique acousmatique. Donc on a développé avec la compagnie musicale Motus et l'Institut de recherche en musicologie un dispositif de captation audio, vidéo et MIDI. Le projet actuel qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le prolongement de ça avec un travail de réalisation d'un acousmonium en réalité virtuelle et sa comparaison par rapport à l'acousmonium réel. Donc ça sera Christine qui nous présentera. Et puis, il y a eu le prolongement avec les mesures des réponses impulsionnelles des différents haut-parleurs, de manière à pouvoir ensuite réinjecter ces réponses impulsionnelles dans l'acousmonium en réalité virtuelle pour essayer d'avoir une bonne reproduction en fait, du timbre des différents haut-parleurs. Puis, il y a un ensemble d'autres prolongements que je vous laisse découvrir. J'en parlerai lors des perspectives. Alors, rapidement, les objectifs de cette partie du projet. Tout d'abord, il y a des objectifs sur le plan de l'analyse de l'interprétation, puisque ce que nous avons étudié avec Olivier Lamarche et Nathanaël Raboisson dans la première partie, la première phase du projet sur les gestes dans le domaine de l'interprétation sur une console de diffusion. L'idée est ensuite de pouvoir les modéliser en réalité virtuelle de manière à pouvoir valider cet ensemble de typologies de gestes. Le deuxième objectif, c'est un objectif purement musicologique cette fois-ci, puisqu'il s'agit de fournir aux musicologues la possibilité d'écouter en réalité virtuelle des œuvres multiphoniques, ce qui est rarement le cas. Les musicologues généralement travaillent sur des fichiers stéréophoniques, voire multiphoniques quand ils les ont sous la main, mais sans avoir la possibilité d'avoir un orchestre de haut-parleurs ou au moins quelques haut-parleurs autour de soi. Le troisième objectif est un objectif, là, cette fois-ci, purement créatif. L'idée, c'est de rendre une partie de ce travail dans un outil qui pourrait aider les compositeurs à utiliser ces orchestres de haut-parleurs. Alors, c'est en lien, bien évidemment, avec des projets qu'on a déjà vus dans les gyms,
Je pense notamment au projet Octogris développé par Robert Normando à l'Université de Montréal, qui lui s'applique à un dôme de haut-parleurs. Donc là, on est dans une configuration très différente dans le cas d'un acousmonium avec les qualités des haut-parleurs très différentes. Et puis enfin, dernier objectif, c'est l'aspect pédagogique que nous allons mettre en œuvre assez rapidement. L'objectif étant cette fois-ci de fabriquer une sorte de mallette pédagogique pour les étudiants de conservatoire et d'université travaillant justement sur les acousmoniums, de manière à les préparer en amont des répétitions, puisque l'acousmonium, vous avez compris, c'est un instrument très complexe, très lourd, et on n'a pas souvent l'habitude de jouer sur cet instrument. Et donc l'idée, c'est d'avoir un outil pour pouvoir préparer l'écoute en choisissant des différents types de haut-parleurs, en les positionnant dans l'espace, de manière à commencer à travailler vraiment l'aspect interprétation. Alors maintenant, je passe à la présentation d'expérimentation qui fait l'objet de l'article dans les GIM. Je vais juste présenter très rapidement l'acousmonium qui a été utilisé, la configuration, et ensuite Christine nous parlera plus précisément de sa réalisation dans Unity. Nous avons eu la grande chance d'être accueillis à la MSH de Paris-Nord par Christine Webster et du laboratoire Musidance. L'objectif était d'installer un acousmonium, un petit acousmonium. Donc vous avez la photo sous les yeux ici, 34 haut-parleurs, et avec une console de diffusion de 24 voix. Donc il y a des groupes de haut-parleurs sur chacune des tranches. Et de pouvoir comparer en direct, de pouvoir faire un aller-retour entre l'acousmonium réel et l'acousmonium virtuel. Cet acousmonium, en fait, la structure au niveau des haut-parleurs est réalisée en 3 groupes de haut-parleurs. Le premier groupe, c'est une couronne de 8 haut-parleurs assez éloignés du public se situant vraiment au centre de la pièce. C'est ceux qui apparaissent en bleu ici dans le petit schéma. Vous avez ensuite un deuxième groupe de 8 haut-parleurs rapprochés autour du public, apparaissent en vert. Et puis enfin, il y a un troisième groupe qui apparaît ici dans le graphique en orange et en gris, qui concerne des haut-parleurs dits colorés, c'est-à-dire sont des haut-parleurs qui ont des couleurs vraiment très spécifiques et qui sont là pour rajouter soit des effets, soit faire des effets de décentrage. Dans certains acousmoniums, on fait aussi des inversions de stéréo, par exemple, pour faire des effets particuliers. Alors, je passe maintenant la parole à Christine qui va nous expliquer plus particulièrement l'expérience en question. Je vais vous présenter maintenant l'expérience d'écoute comparée que nous avons menée pendant une semaine à la MSH Paris-Nord fin janvier 2019. Au niveau de ma recherche, j'avais pu expérimenter en VR, notamment avec le projet Empty Room, la possibilité de brassage de formats de spatialisation se trouvant dans une même scène 3D, c'est-à-dire de la stéréophonie, de la quadriphonie, de l'octophonie imbriquée. Puis nous avions tenté avec Jean-Christophe Messonnier du CNMDP la transposition d'une scène bipan-transpan vers une scène VR qui avait donné de bons résultats perceptifs à partir d'un sweet spot. À partir de là, il nous semblait possible de tenter une transposition beaucoup plus complexe, celle d'un acousmonium vers la VR. Notre expérience se base sur une écoute subjective de compositeurs et d'ingénieurs du son, notre principe étant de comparer le champ auditif généré par l'acousmonium en salle avec celui qui sera restitué par modélisation dans la scène VR. Tout au long du processus expérimental, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les différences perçues entre l'écoute en salle sur l'acousmonium Motus et celle de l'écoute en immersion sur l'acousmonium VR? Par quels moyens arrivons-nous à équilibrer ces deux types d'écoute? Le dispositif de spatialisation immersif VR présente-t-il les conditions suffisantes pour restituer correctement le jeu qui sera fait sur l'acousmonium Motus? Et enfin, quelles seraient les perspectives d'exploitation et de valorisation permettant de prolonger cette expérience? Après les principes de base, passons maintenant en revue l'ensemble de notre dispositif. Nous avons d'une part le dispositif Motus, qui comprend l'acousmonium que Pierre vous a présenté, mais aussi le Motus Lab Recorder qui va nous servir à enregistrer en temps réel l'interprétation réalisée sur la console
et d'en récupérer les fichiers audio. Ces fichiers vont ensuite passer par le Motus Lab Converter, par lequel seront appliqués les gains et les filtrages console, ainsi que les filtrages constructeurs, approximatifs à l'époque, correspondant à chaque type de haut-parleur de l'acousmonium. Notre dispositif VR. Pour l'immersion stéréoscopique, nous avons utilisé le HTC Vive avec un tracking de position tête en 6 DoF, donc 6 degrés de liberté. Nous avons également utilisé plusieurs casques audio, dont un Sony MDR 7508 et un Beyer Dynamic DT777 Pro. Le HTC Vive communique avec Unity 3D version 5, et à l'intérieur de Unity 3D, nous avions un component, c'est-à-dire un plugin, pour une ambisonie à l'ordre 6, qui nous a été fourni par la société 3D Sound Lab, qui était partenaire de mes projets antérieurs, avec leur VR Audio Kit. Donc ce VR Audio Kit peut encoder 32 sources maximum, avec en sortie un décodage en binaural, avec un HRTF fixe de type Kmart. D'autre part, nous avons utilisé des outils de spatialisation du son qui sont intégrés par défaut dans Unity 3D, comme la projection du son omnisphérique, réalisée par la superposition de 2 ellipsoïdes transformables. La première va régler le minimum distance de la source, la deuxième, le maximum distance. À l'intérieur de la deuxième, on peut déterminer encore des courbes de décroissance de l'intensité, que ce soit en mode linéaire, logarithmique ou personnalisable. Nous passons maintenant à la visualisation du dispositif global Motus plus VR en salle, pour vous montrer comment nous avons géré les écoutes avec nos 2 sweet spots. Le premier qui se trouve devant la console et le second à 1,50 m vers l'arrière, au centre de la zone Roomscale VR. Avec cette disposition, nous pouvions passer très rapidement d'une écoute à l'autre et mettre ainsi à profit notre mémoire à court terme sans trop de perte d'informations. Ensuite, nous avons entamé une série de cycles d'écoute en suivant toujours le même protocole, après la phase d'enregistrement et de conversion, c'est-à-dire importation puis intégration des stems audio vers la scène Unity, puis à partir de l'écoute en immersion, changement sur la position des sources et des paramètres perceptifs, minimum, maximum distance, intensité et décroissance. Puis, si besoin, retour vers le Motus Lab Converter pour de nouveaux filtrages ou gains. Nous arrivons au résultat. Nous avons réussi à valider une écoute comparée à la fin de notre session de travail, avec Ondes croisées, extrait de Natura Sonorum de Bernard Parmigiani. Ce qui a le plus contribué à assurer pour nous la bonne localisation des sources, le timbre, la bonne intensité et la reproduction du geste, c'est d'une part une ambisonie à l'ordre 6 qui nous donne une résolution spatiale assez fine, les filtrages sur lesquels nous sommes revenus plusieurs fois, les jeux sur les paramètres perceptifs dans Unity sur lesquels nous sommes revenus de façon récurrente. Et à partir de là, on a constaté finalement que de la même façon que nous avons accordé l'acousmonium Motus in real life, IRL, nous avons dû l'accorder à nouveau en VR in world. Et que pour arriver à obtenir un résultat équivalent de l'un à l'autre, on est obligé de faire un certain nombre d'ajustements. Et nous arrivons enfin en perspective. Nous avons encore un certain nombre de modifications à apporter, notamment l'intégration des réponses impulsionnelles qui ont été réalisées par le LAM qui devront intégrer l'acousmonium VR de Unity, améliorer les paramètres des audiosources dont la directivité, procéder à une nouvelle écoute comparative entre le rendu dans Unity modifié et celui du Motus Lab Tool en binaural. Et d'autre part, nous pourrions imaginer 2 sortes de projets à l'avenir, toujours en collaboration. La création d'une œuvre mixte hybridant la diffusion par acousmonium en simultané avec une diffusion en réalité virtuelle, et la diffusion d'œuvres du répertoire électroacoustique, acousmonium, multiphonie, installation, qui serait mise en espace pour une écoute spécifiquement VR immersive. Voilà, donc ça c'était la présentation de l'acousmonium en réalité virtuelle par Christine. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais arrêter le partage de mon écran
Et je vais laisser Hugues faire la présentation de la partie sur la mesure des réponses impulsionnelles. Merci. Donc, si tu peux partager mon écran, voilà, ça serait formidable. Bon, je commence en tout cas. Donc, comme l'a dit Christine, l'expérimentation avec l'acousmonium en réalité virtuelle avait mis en évidence la nécessité d'avoir une reproduction de chaque source la plus fidèle possible par rapport à l'acousmonium motus. Nous avons donc décidé de mener une série de mesures acoustiques précises des haut-parleurs, leur réponse impulsionnelle pouvant ensuite être intégrée dans l'acousmonium VR ainsi que dans la version 2 du Motus Latube. Mesurer une enceinte acoustique nécessite de s'affranchir des propriétés. Pour cela, nous avons effectué les mesures dans une salle dite sonore, en reproduisant ainsi des conditions de champ libre. Dans le cadre d'un stage de Master 2 Pro RIM de Saint-Étienne, Céline Koloff a été accueillie au lab, à mesurer précisément les caractéristiques des pour ensuite développer un programme sous environnement max utilisant le SPAT de l'IRCAM pour Simtus. Donc la campagne de mesure, je ne sais pas si on voit mon écran. En fait, la connexion n'est pas très bonne, donc on n'a pas tout à fait tout entendu, et pour l'instant, on ne voit pas l'écran. Vous pouvez tout à fait partager votre écran en appuyant sur le bouton vert tout en bas de l'écran de Zoom. Le bouton vert, partager écran. Ça n'a pas l'air de super fonctionner. Bon, ce n'est pas très grave. Pour ne pas perdre de temps, je continue. Donc, la campagne de mesure des haut-parleurs constituant l'acousmonium a donc été menée au lab dans la salle anéchoïque, comme je le disais. Et cette campagne de mesure avait deux objectifs complémentaires. D'une part, mieux connaître les caractéristiques des haut-parleurs, bande passante, directivité, et d'autre part, enregistrer leurs réponses impulsionnelles pour que le logiciel de rendu sonore 3D puisse, par convolution avec les signaux musicaux à diffuser, s'approcher au plus près d'une simulation réaliste prenant en compte les haut-parleurs utilisés. Ainsi, nous avons mesuré donc, la réponse en fréquence, la directivité, et le protocole expérimental était le suivant. Les enregistrements étaient effectués en faisant pivoter les haut-parleurs de 5 degrés en 5 degrés entre chaque mesure, de manière à avoir la meilleure résolution spatiale. Afin d'automatiser ces mesures, on a utilisé un plateau tournant motorisé, piloté par ordinateur. Et en combinant ces enregistrements, il est ensuite possible non seulement de déterminer les courbes de réponse en fréquence et diagrammes de directivité des haut-parleurs, mais aussi de calculer leur réponse impulsionnelle, selon toutes les orientations mesurées. Je rappelle ici que la réponse impulsionnelle d'un système est le signal obtenu lorsqu'on injecte à son entrée un signal impulsionnel, en théorie une impulsion de Dirac. Pour un système causal linéaire, dans le cas d'un haut-parleur, la réponse impulsionnelle est en quelque sorte sa signature acoustique. Il est possible de tenir compte de l'orientation des haut-parleurs que nous avions. Enfin, une fois toutes ces mesures effectuées, il devenait possible aussi de développer un programme de simulation et de rendu audio binaural utilisant les réponses impulsionnelles des enceintes acoustiques pour tenir compte de leur orientation par rapport à l'auditeur. Toutefois, les caractéristiques de la salle n'étant pas connues, puisque là on travaille dans une salle virtuelle qui n'existe pas,
Une légère réverbération a été ajoutée pour plus de réalisme dans le travail fait par Céline Koloff. Vous avez un problème de connexion. Et un rendu encore plus réaliste nécessiterait de prendre en compte les caractéristiques. Donc, on m'entend pas? On m'entend. Vous avez un problème de Est-ce qu'on connexion, m'entend? un problème de débit. Ah, d'accord. De temps en temps, on n'entend pas ce que vous dites. Bon, désolé, je suis confiné chez moi parce que j'étais cas contact. Ça va à peu près, vous pouvez continuer, on vous laisse 5 Donc, je minutes de plus. continue, voilà, j'ai presque fini de toute façon. Donc, comme je le disais, le simulateur binaural fait par Céline Koloff imagine une salle virtuelle qui n'est pas une salle réelle. Donc, un rendu acoustique encore plus réaliste nécessiterait de prendre en compte les caractéristiques d'une vraie salle où l'acoustiquement est installé. Donc, d'y mesurer les réponses impulsionnelles modifiées par l'acoustique du lieu de diffusion. Ce qui n'est jamais facile, il n'y a jamais énormément de temps avant un concert pour faire ce genre de mesures qui prennent toujours quand même au moins 1 heure, 1 heure et demie quand il y a autant de haut-parleurs à mes collègues. Désolé, confiné chez moi, ça marche pas si bien. Alors, je crois avoir compris que Hugues a terminé. Je repasse très rapidement pour la fin de la présentation avec les perspectives de ce projet. Vous avez entendu donc les différentes perspectives pour Christine sur l'aspect Acousmonium virtuel. Pour les perspectives sur notre projet, tout d'abord, depuis cet été, nous avons commencé des expérimentations d'enregistrement des concerts de musique acousmatique avec un microphone ambisonique d'ordre 1, ce qui va nous permettre de comparer en fait ce que l'on a pu enregistrer avec la modélisation en réalité virtuelle. En 2021, l'objectif est d'intégrer le rendu binaural et la construction d'un mini acousmonium à l'intérieur du logiciel Motus Lab Tool, qui pour le moment nous sert à la fois à enregistrer, à étudier les interprétations, mais aussi à travailler avec les étudiants en situation pédagogique. En 2021 aussi, nous allons adapter l'interface dont parlait Hugues. Je ne sais pas si vous avez bien compris, donc le logiciel développé par Céline, qui était stagiaire de master au lab. Et nous allons donc fournir aux étudiants du festival, enfin du stage du festival Futura en août prochain, un logiciel qui va leur permettre, comme je le disais au tout début, de tester des configurations de haut-parleurs dans l'espace pour préparer leur écoute. Et puis enfin, dernière perspective, c'est l'intégration de ce dispositif dans un logiciel que je développe depuis plus de 10 ans maintenant et que j'ai présenté plusieurs fois au GYM dans e-analyse, et donc de fournir aux musicologues et aux enseignants un outil pour avoir du rendu binaural dans e-analyse, par exemple pour étudier des œuvres multiphoniques. Voilà. Je vous remercie pour la présentation. Je suis désolé pour les petits soucis techniques de Hugues de connexion, mais finalement, notre performance ne s'est pas si mal passée que ça. Et donc, n'hésitez pas pour les questions. Merci, Voilà, Pierre. merci beaucoup, Pierre, Merci. Christine, Hugues. Tout à fait intéressant, on a tout à fait bien compris, malgré la connexion un petit peu faible. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? N'hésitez pas à demander la parole dans le chat ou en levant la main, je vais vérifier. Y a-t-il des questions de la salle? Non, pas encore. Peut-être je pose une petite question. Simplement concernant les écoutes comparatives, je me demandais effectivement comment vous aviez mené ces études, avec quel type d'auditeur, ou est-ce que l'aspect psychologique rentrait en ligne de compte dans votre projet
Alors, pour l'instant, on l'a mené entre nous, c'est-à-dire qu'on était 4, en provenance et de pratiques différentes. Moi, j'étais ingénieure du son, compositrice. Olivier est ingénieur du son. Nathanaël est compositrice, chercheur. Pierre est compositeur, chercheur. Donc, comme je le disais au début, c'était l'oreille du compositeur et de l'ingénieur du son. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est étendre ce qu'on a fait, cette expérience-là, sur un plus vaste panel de compositeurs, bien entendu. Je veux dire, là, on a juste amorcé un travail. Mais il fallait ça entre nous, établir une base d'écoute, déjà entre nous, puisque nous sommes des gens sérieux, pour au moins faire le commencement d'une validation, le commencement d'un possible. Voilà. Je précise juste aussi que, surtout, que Nathanaël Raboisson et Olivier Lamarche sont des interprètes professionnels de musique acousmatique et qui se produisent très régulièrement en concert depuis de très nombreuses années. Et donc, c'était vraiment la validation a essentiellement été faite par eux, en fait, au niveau de la comparaison. Oui, tout à fait. C'est une écoute experte, en fait, Oui, c'est ça, tout à fait. L'étude psychologique où ce sont différents panels d'auditeurs, effectivement, c'est tout à fait pertinent. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de demande de parole dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. Sinon, il y a également l'article que vous pouvez télécharger sur le site web des GIM, et puis il y a le salon dans lequel vous pourrez échanger avec les auteurs. Voilà, donc on vous remercie, Pierre, Christine, Hugues, ainsi que les deux autres co-auteurs de cet article pour cette présentation tout à fait intéressante. Merci. Merci à vous. Merci Pierre, merci Hugues, merci tout le monde.